Toujours dans cette aventure si tumultueuse de vouloir jouer sous la barre des 100. Ça peut être aussi 110 si c'est le seuil que vous voulez traverser. On vous donne des suggestions aujourd'hui qui ne sont pas basées sur de la technique. Naturellement, les gens sont tentés, lorsqu'ils veulent améliorer leur jeu, leur rendement, leur pointage, d'améliorer leur technique, c'est-à-dire de l'apprentissage positionnel lors de l'élan de golf. Naturellement, quand on prend des cours de golf de nature technique, on est souvent dans un contexte assez standard, un sol qui est plat, avec peu à l'enjeu, outre l'amélioration de notre rendement, mais sans l'effet du stress ou de l'adversité que le terrain nous propose si gentiment à chaque fois qu'on s'aventure sur le parcours. Donc, petite tranche de vie, j'ai rencontré il y a un peu moins de 10 ans un type d'une quarantaine d'années qui venait tout juste de prendre sa retraite. Donc, très heureux pour lui qu'il a pu faire justement de son golf, son hobby numéro 1 après avoir pris de très bonnes décisions professionnelles. Et on était au mois de mai. Et ce type-là jouait dans les 100, dans les bas 100, mais n'avait jamais franchi justement le cap de jouer dans les 90, d'avoir réduit les 3 chiffres pour 2 chiffres sur sa carte. Et à cette première rencontre-là, il m'a mentionné qu'il souhaitait devenir le meilleur golfeur qu'il pouvait devenir et qu'il accorderait tout le temps et les ressources pour. Donc, première question qui est provenue de mon camp était: est-ce qu'on souhaite commencer à travailler l'amélioration du geste, de la technique en jeu court, ou est-ce qu'on veut que nos pointages descendent rapidement? Et un peu confus, il m'a dit: bien, est-ce que les cours de golf ne contribuent pas à baisser les pointages? J'ai dit: dans plusieurs des cas, à court terme, non. J'ai vu beaucoup de gens améliorer la qualité de leurs élans, la solidité des frappes, minimiser le nombre d'erreurs au niveau des qualités de contact, frapper plus loin et que les pointages demeuraient statu quo. Ce n'est pas vrai que des cours de golf n'améliorent pas les pointages rapidement, mais ce type-là, on souhaitait le jouer de ruse et l'amener à développer un amour du golf qui est rapide. Donc, ce qu'on a fait, et je le suggère à différents enseignants, c'est un petit peu hors norme, vous allez voir, c'était de baser les rondes à venir du type en question sur des statistiques, parce que sa réponse sur le coup, ça a été de vouloir jouer des bas pointages rapidement. À ma grande surprise, je croyais que l'individu voulait commencer à améliorer sa technique, mais on était quand même au mois de mai avec plusieurs beaux mois de golf à venir, étant donné les contraintes au Québec. Donc, ce qu'on a commencé à faire, on a placé une référence au sol et l'objectif était, et c'est un peu à l'improviste, mais c'est devenu une méthode à moi pour aider les gens à briser le cap du 100 rapidement. On veut standardiser la position des pieds par rapport à une destination qui n'est même pas déterminée encore. Donc, ce que j'ai fait, on a placé une référence au sol. La référence sert de guide pour la position des pieds. Et parallèle à la référence au sol, entre 125 verges et 225 verges, parallèle, dans le champ d'exercice, comme je vous le mentionnais, une corde parallèle à la référence des pieds. Et ça demande une certaine perspective et une longue corde. Naturellement, il y en avait 2 de jumelés. L'objectif, là, c'était de voir est-ce que l'élan de l'individu, avec 3 catégories de bâtons, dans son cas, c'était un pitching wedge, j'ai un sand wedge présentement dans mes mains, un cocheur à angle prononcé ou un fer à angle prononcé, un fer moyen, fer 7 ou 6, et le bois numéro 1. Et naturellement, on aurait pu faire l'exercice avec tout, mais le but, c'était d'être capable, en 1 heure, de voir si l'élan de l'individu produisait une trajectoire assez répétitive, malgré les fautes techniques, et malgré le côté un peu, comment je dirais, pas distorsionné, mais courbé des trajectoires empruntées, parce que son témoignage était qu'il frappait des courbes assez prononcées avec les bâtons longs et un autre type de coup que je vous décris dans une seconde avec les bâtons courts. Donc, l'exercice a débuté comme suit. Fer à angle prononcé, les 2 autres bâtons sont mis en retrait. On standardise la position des pieds par rapport à la référence par terre. On n'accorde aucune importance à la destination pour le moment et on laisse l'individu frapper des coups de cocheur d'aller sur une fréquence d'environ 10 à 15 coups. Échantillon raisonnable pour permettre de continuer le même exercice avec les autres bâtons pour ne pas être à bout d'énergie à la fin de l'exercice. Le constat qu'on a fait par rapport à la corde qui démarrait à peu près à 125 verges, qui était un peu la porte d'entrée de son cocheur intermédiaire, de son cocheur d'aller, bien, les balles, par rapport à la corde, étaient en moyenne, parce qu'on avait justement un galon à mesurer pour aller voir les 15 balles sont à quelle distance de la corde et où en moyenne.
Le constat était que les balles étaient du côté intérieur. Donc, pour moi qui est gaucher, ce serait à droite. L'individu en question était droitier, donc de l'autre côté, du côté tiré de 7 verges. Et ça, c'était sans exclusion. On avait pris les 15 coups qui avaient été frappés, on en avait fait une moyenne. Donc, 3 pieds plus 8 pieds, ou plutôt en verges. Et la réponse était 7 verges du côté intérieur après 15 coups. Donc ça, c'est un constat. Et je lui ai demandé ensuite, est-ce que les fers courts ont tendance à se diriger du côté intérieur? Il me l'avait dit au préalable, mais là, on venait valider quelque chose qui était spéculatif et le transposer en une vérité. Donc, une fois le cocheur d'aller tester, fer moyen, fer numéro 7 ou 6, même référence d'alignement, position de balle au sol qui est très similaire, donc orientée parallèlement vers la corde, et on frappe 15 coups avec le fer moyen. Constat de ces 15 coups-là, et là vous allez dire c'est un peu spécial, on n'est pas des robots, mais la balle était une dizaine de verges du côté extérieur de la corde. Mais point de vue pédagogique, sans le partager avec l'élève, quand les coups sont tirés à droite avec le cocheur d'aller, ou que la balle termine à gauche de la corde, mais que l'élan est très similaire, on parle simplement d'irrégularité au niveau du contrôle de la face, mais il y a un élément commun, c'était le fameux over the top, donc un bâton qui allait se placer à l'extérieur de la balle et revenait vers l'intérieur, donc le out to in. Donc ça produit soit des coups tirés ou des coups qui pourraient être tirés, mais en raison de la position de la face, courbaient vers l'extérieur. Donc diverge à gauche de la corde pour le fer moyen. Et ensuite, le fatidique bois numéro 1, avec la même tendance physiologique, des mouvements très similaires, avec la balle sur le tee, mais soudainement, c'est un petit peu plus prononcé comme différence, c'était 22 verges vers l'extérieur par rapport à la corde. Et je crois qu'avec le fer 7, on avait exclu une balle qui avait été frappée vraiment dans le creux du bâton ici, le fameux shank, on avait éliminé de l'équation, c'était pas quelque chose de récurrent chez lui. Et la moyenne était, comme je vous le mentionnais, pour le bois numéro 1, 22 verges à gauche. Et là, table ronde s'ensuit, stratégie à établir, parce que ma question qui a suivi, c'était « Monsieur X, quand est-ce que vous rejouez? » La réponse a été « Demain. » C'est parfait. Là, pour le temps d'une seule journée, j'aimerais que vous établissiez une stratégie qui va comme suit. Parce que vous avez un cocheur en main, cocheur de sable, cocheur intermédiaire, cocheur d'aller ou même un fer numéro 9, par rapport à votre intention de direction, l'endroit où on veut frapper la balle, j'aimerais que vous vous orientiez 7 verges du côté gauche de votre objectif. L'objectif n'étant pas toujours le drapeau, on a eu une discussion sur la stratégie également. Donc, message enregistré, même noté sur papier, les fers courts, on s'élance avec une orientation de corps qui est sur la gauche pour moi en tant que gaucher, donc du côté où le coup tiré sera en mesure de rejoindre l'objectif. Les fers moyens, 8, 7 et 6, bien c'était l'opposé, étant donné qu'on avait pris des statistiques où la balle atterrissait en moyenne à 10 verges du côté extérieur de la corde, bien, il prévaut s'orienter une dizaine de verges du côté intérieur si on souhaite utiliser la statistique puis la transposer en outil de performance. Le dernier point était le plus difficile à accepter, en raison de l'ego principalement. Bois numéro 1, qui après 15 tentatives terminait en moyenne 22 verges côté extérieur. Une seule balle avait été laissée à droite de la corde de souvenir, donc la récurrence d'aller à gauche, parce qu'une moyenne, c'est justement tous les coups divisés par le nombre de coups frappés. Donc si c'est très disparate, il n'y a pas de tendance, la statistique peut peut-être moins mener vers des performances. Mais dans le cas de ce type-là, c'était assez répétitif. Donc, au lendemain, suggestion et stratégique et reliée aux probabilités était de favoriser le côté gauche pour moi en tant que gaucher sur le tertre de départ pour frapper en diagonale 22 verges à droite de l'intention. Je vous le rappelle, le type était droitier, donc tout ça c'est effet miroir, donc de l'autre côté droit du tertre, pour viser 22 verges à gauche de l'objectif qui en général avec un bois numéro 1 se trouve à être l'allée. Donc pendant 14 trous, souvent le nombre de trous où bois numéro 1 est requis, c'était de viser volontairement dans l'herbe longue et même à ras le bois et certains obstacles par moment. Et c'est de là où on pouvait peut-être adoucir le côté agressif de la loi de la statistique. Et le type n'avait jamais joué en bas de 100. Et dès le lendemain, puis c'est souvent, on va appeler ça la chance du débutant, la luck du débutant,
coup de téléphone s'ensuit au lendemain de notre entretien où, je vous le rappelle, aucune mention technique n'avait été émise, 88. Et ça, est-ce que ça a tenu la route? Je vais être parfaitement transparent. Non. Mais les parties subséquentes étaient, pour la plupart, sous le cap des 100, simplement en faisant usage de statistiques. Donc, naturellement, imaginez le côté amalgamé entre la compréhension de la moyenne des trajectoires produites, l'augmentation de notre évaluation stratégique d'une partie de golf, comprendre comment l'adversité peut affecter les trajectoires de balles et qu'on ajoute à ça l'amélioration de certains éléments techniques. Disons que les pointages, si on vous convainc qu'ils ne passeront que par un meilleur geste technique, disons qu'on oublie certains aspects qui sont primordiaux. Et chez les meilleurs au monde, des élans peu orthodoxes où on a un esprit de combattant avec une belle stratégie, un jeu court qui est affûté et, comme je vous mentionnais, une technique qui est peu orthodoxe, si on est en connaissance de cause sur les trajectoires qui vont être produites, on n'a pas nécessairement à laisser le design du terrain influencer nos décisions de trajectoire. On se doit de jouer à l'intérieur de nos moyens et nos moyens peuvent être développés dans différentes sphères, c'est-à-dire celle du physique, celle de la stratégie et celle du mental. Donc, allez développer un peu de confiance avec ça, faites le test si vous souhaitez être outillé parce que naturellement, en solo, avec une corde dans le champ de pratique, notre calculatrice, disons que ça fait beaucoup de choses à gérer, mais vous êtes déjà un pas en avance sur beaucoup de gens qui n'ont pas priorisé les statistiques dans leur quête de performance.